Vous m'avez dit que finalement, l'autostigmatisation, vous l'avez peu ressentie. Alors, peut-être un peu plus dans le cadre personnel que dans le cadre professionnel. Alors oui, effectivement. Juste avant de commencer, je voudrais juste dire, enfin, j'ai une certaine émotion à être là. Premièrement, parce que j'ai été invité et que, enfin, moi, tout ce que j'ai entendu, c'est absolument formidable. Il y a des gens, enfin, qui ont dit des choses incroyables, notamment Catherine. Ce qu'elle dit, je le partage complètement. La deuxième chose pour laquelle je suis un peu ému, c'est que je m'en rappelle plus. Et la troisième chose, c'est que je viens d'apprendre qu'en fait, il y avait une amie qui avait donné naissance à une petite Rose, une fille qui s'appelle Rose. Voilà. Et donc ce matin, une rose a déclose. Voilà. Bravo, longue vie à Rose. Ouais. Formidable. Merci. Donc je voudrais passer un peu ça sous le signe de cette joie-là. La question concernant l'autostigmatisation, ouais, quand on m'a proposé de participer, l'autostigmatisation, j'ai dit oui, d'accord, mais bon, je préfère le côté émancipation pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir effectivement ressenti cette autostigmatisation. J'ai pu la ressentir effectivement parfois pour des raisons personnelles, notamment quand j'ai déclaré mon trouble psy en 2012, voilà. Mais pour des raisons professionnelles, j'ai pas vraiment ressenti ça, mis à part de temps en temps un vrai manque de confiance en moi, quoi. J'ai été consultant pendant 8 ans, et pendant ces 8 ans-là, j'ai pas évolué. Voilà. Et je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi? Enfin, c'est vraiment que t'es pas très au point, quoi. Alors effectivement, j'avais des hauts et des bas, et surtout des bas, et qui m'empêchaient régulièrement de faire mon métier, mais je faisais au maximum de ce que je pouvais. Voilà. Donc concernant l'autostigmatisation, finalement, j'ai l'impression de l'avoir assez peu ressenti. J'ai un parcours professionnel qui est un peu sinueux, mais j'estime avoir quand même un peu réussi deux, trois choses. Et personnellement, je me suis quand même marié à une femme formidable. J'ai toujours d'ailleurs 2 enfants extra. Maintenant, j'ai plus une forme formidable, mais en tout cas, j'ai retrouvé une belle personne. Et concernant le reste, il y a des aléas, quoi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et il y a des aléas, et j'ai subi ces aléas, et parfois avec violence. Mais je classerai pas ça dans l'autostigmatisation. Je suis hyper d'accord avec ce que dit en fait Catherine. Je tournerai d'une façon différente en disant qu'il faut regarder vers l'avenir, quoi. Voilà. Pardon. Il est vrai que vous avez un formidable parcours d'empowerment et d'émancipation avec, je dirais, l'axe de la transmission. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci déjà. Si c'est formidable, tant mieux. Mais ouais, pour dire un peu quel est mon parcours, en tout cas professionnel, j'ai fait une école de commerce en 2000. J'ai fini en 2000. Après, ça a été un peu glissant, quoi. C'est-à-dire que j'ai été 3 ans téléconseiller pour des raisons alimentaires. J'ai eu des difficultés à trouver du boulot, et puis ensuite, en fait, j'ai refait des études, et puis du coup, j'ai été consultant pendant 8 ans, entre 2008 et 2008, de 2008 à 2015. Et j'ai adoré ce que j'ai fait en tant que consultant. Par contre, ça me bouffait énormément d'énergie, quoi. Ouais. Donc, quand je revenais à la maison, c'était pas toujours la fête. Et c'était difficile, aussi bien pour moi que pour les autres. Ça, je le reconnais bien volontiers.
Et puis à un moment donné, patatras, en 2012, j'ai un diagnostic, un psychiatre qui enfin se penche un peu sur mon cas d'une façon un peu différente et qui me dit, après avoir fait toute une checklist, qui me dit, monsieur, vous êtes bipolaire. Alors, quelle ne fut pas ma surprise. Mais j'ai hyper vite accepté ce diagnostic. J'ai moins bien accepté de prendre des médicaments. C'est venu en 2015. Et j'ai souhaité partager avec mon ex, avec mes enfants qui étaient petits encore à l'époque. Et puis après, il y a eu 2 ou 3 divagations. Et en 2015, donc, je décide d'arrêter de bosser pour Cap, enfin, comme consultant. Et là, je crée ma boîte parce que j'avais envie d'être à côté de ma famille, quoi. J'avais envie d'être là, présent. Avant, j'étais là 3 jours sur 7. Là, j'avais envie d'être là, quoi. Et j'avais envie de créer quelque chose. Auparavant, je faisais de la conduite du changement, je faisais notamment de la formation, je faisais de la transmission de choses qui pouvaient être plus ou moins intéressantes, mais en tout cas, je transmettais des choses. Et puis, j'ai continué. Donc, j'ai créé ma boîte. Et ma boîte, c'était dans les jeux éducatifs pour les enfants. Et puis ça n'a pas marché, mais c'est pas très grave, parce que j'ai appris plein de choses, notamment quelles étaient mes limites. Et puis en 2017-2018, je me cherche, je trouve des personnes formidables, parce que c'est ce qu'il faut dire aussi, hein. On réussit à se rétablir, ou en tout cas à être sur un chemin, enfin quand on est sur son chemin de rétablissement, et c'est ce qu'a dit Catherine, c'est il y a des mains qui sont tendues, et voilà, quand on saisit ses mains, parfois il y en a qu'on n'arrive pas à saisir, on n'est pas en capacité, on les voit pas, mais quand on saisit ses mains, à un moment donné ça paye, quoi. Après, elle vous encourage, et voilà. Donc il y a un dispositif sur Nantes qui s'appelle le dispositif emploi accompagné, qui est national en lui-même, mais là il était sur Nantes, qui m'a accompagné pour avoir un projet professionnel, pour réfléchir à mon projet professionnel. Et puis à un moment donné, je discute de mon trouble psy, et puis on me dit, dis donc, t'en parles comme bien de ton trouble, là, de ta maladie, de ta bipolarité. Pourquoi t'en parlerais pas aux autres ? Je sais pas. Et puis, tu connais le rétablissement ? Non. Alors j'ai commencé à me renseigner, voilà. Et puis en me renseignant, je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc à faire là-dedans, peut-être la pérédance. Il m'avait parlé aussi de la pérédance. En me disant, mais quand même, ça va être un peu coton, quoi, de parler de mon trouble psy. Si je parle de mon trouble psy et que j'accompagne des personnes qui ont un trouble psy, ça veut dire que tout le monde va être au courant, quoi. Notamment des personnes de ma famille. Et ça, c'est pas très facile, pour moi en tout cas, de parler de ça. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai fait une formation, le DU à Lyon. Et puis des stages, et puis mon boulot de père aidant professionnel, en faisant également des sensibilisations. J'y tiens particulièrement, parce que c'est aussi ça la transmission, auprès de personnes qui sont concernées, auprès de personnes qui sont dans les personnels soignants. Et puis je suis là, aujourd'hui, quoi, en train de faire du wawa, comme je disais avant. Voilà, j'essaie de transmettre le fait que oui, il est possible d'aller mieux, de satisfaire, d'avoir une vie satisfaisante en fonction de ses propres objectifs, et que c'est pas facile, mais qu'est-ce que c'est bon, voilà, et que j'en suis pas sorti, bien sûr. C'est encore en cours. Je reviens à l'époque où vous étiez téléconseiller. Vous me disiez, oui. je faisais un job simple. Est-ce que c'était quand même une période où vous aviez l'impression rétrospectivement, est-ce que vous vous dites, je m'auto-stigmatisais à ce moment-là, je me limitais, par rapport à aujourd'hui où vous faites tellement de choses,
et notamment vous transmettez, et puis on va parler notamment de de votre activité de président de l'APAGO. Ouais. En fait, quand on sort d'école de commerce, on a fâcheuse manie d'avoir un melon énorme, comme ça. Et on se dit, je vais être directeur marketing Europe de la plus grosse boîte du monde. Europe, c'est parce que après c'est le monde, quoi. Et puis je me suis pris évidemment quelques gadins, c'était bien ça. Et à un moment donné, il a fallu manger. Donc j'ai été téléconseiller, et en fait ça m'a fait beaucoup de bien en soi-même, parce que quand même ça m'a remis un peu dans la réalité, hein. Un petit peu quand même. Ça m'a remis dans la réalité, et ça m'a fait connaître des gens qui sont formidables. Et c'était quoi exactement la question ? C'était de savoir si c'est une période où éventuellement vous étiez soumis à l'autostigmatisation. Ouais, un peu. Ouais. Un peu. Alors il y a un mélange, parce que à ce moment-là, mon fils venait de naître, je venais juste de me marier, donc il y avait un vrai bonheur, quoi. Je venais de partir de Paris. Ça, c'est un vrai bonheur, hein. Je le conseille à beaucoup de monde. Je venais de partir de Paris, nous étions sur Rennes. Comment ? Merci du conseil. Ouais. On pourra en discuter si tu veux. Il y a plein de trucs formidables. Donc il y avait ce côté bonheur, quoi. Mais en même temps, je faisais pas ce que je souhaitais faire. Même à la limite, c'est pourquoi on m'avait en quelque sorte projeté, quoi. Et je me demandais, mais pourquoi, quoi ? Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui va pas dans ta tête pour que tu sois pas là où tu devrais être ? Tous tes copains, là, ils ont des super postes où ils sont... Enfin, pourquoi ? Enfin, il y a... Alors, c'est même pas côté injuste ou juste, quoi. Tu galères à la fin de ton mois, comme tout le monde, finalement. Hein. Mais tu galères à la fin de ton mois, et pourquoi, toi, tu galères à la fin de ton mois, alors que tous tes copains, là, ils commencent à acheter des trucs formidables. Bon, ils sont sur Paris, mais c'est pas grave. Mais ils commencent à acheter des trucs formidables, et pourquoi ? Enfin, alors là, effectivement, à ce moment-là, ça a commencé à être un peu souffrant. Et puis, j'avais quand même aussi des dépressions régulières. Donc, mais au moins, j'avais un boulot où c'était... les choses roulaient de façon très continuelle. C'était l'appel entrant, donc c'est moins difficile que l'appel sortant. Et il y avait des habitudes qui s'étaient installées. Mais pourquoi ? Je me suis vraiment posé la question de pourquoi, moi qui suis père de famille, j'ai plus la capacité à aller voir au-delà du mois qui vient. Voilà. Pourquoi est-ce que je ne suis pas en capacité de fournir de belles choses à ma famille, alors que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour ça. Alors j'en étais pas du tout au stade de réflexion sur un quelconque trouble psy. C'était très très loin de moi à l'époque. C'est toujours très facile de faire un raisonnement a posteriori. Alors, côté émancipation maintenant, même si justement il ne faut pas du tout en faire une étiquette, comme le disait Odile, est-ce que le diagnostic, le fait d'enfin savoir ce qu'on a, de quoi on souffre, ça peut être d'une certaine façon un déclencheur de l'émancipation ? Alors, j'avoue que j'ai plus l'habitude de parler de rétablissement. Oui, ou de rétablissement. Ouais. Mais oui, c'est très clairement, en tout cas pour moi, et pour d'autres personnes que je connais aussi, dans le cadre de l'assaut, pour moi, ça a été un déclencheur. Mais ça a été un déclencheur, j'étais prêt à ça. J'étais prêt à recevoir cette nouvelle. Vous étiez prêt à l'entendre, c'est ça que vous voulez dire ? J'étais prêt à recevoir cette nouvelle, cette information. Je sais pas, ça a été le cas peut-être pour certaines personnes dans la salle. Mais ouais, j'étais prêt à recevoir cette information. Après, il y a du déni toujours. Hein. Enfin, étape numéro 1 du rétablissement, le déni. Mais
Ouais, il y a eu du déni, c'est-à-dire que j'ai accepté très rapidement l'information, je l'ai fait passer aussi assez rapidement aux personnes de ma cellule familiale, et mais il m'a fallu 3 ans pour prendre des médicaments. Et je considère ça comme étant un déni pour moi. Je considère ça comme étant un déni pour moi, c'est dans le sens où les médicaments m'ont fait du bien. Voilà. J'ai un régulateur d'humeur et ça me fait du bien. Donc, voilà. Maintenant, je voudrais un peu évoquer votre rôle, enfin, en tout cas, le rôle de la PAGO, donc l'association de Père Aidance Grand Ouest. Vous l'avez créée, vous en êtes le président. Vous avez un rôle de relation avec les institutions publiques et puis vous accompagnez des projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, dire que j'ai créé l'asso, c'est vrai, en même temps, c'est pas vrai. C'est-à-dire que l'association s'est créée au départ par 6 personnes. On s'est réunis en juin 2019 parce qu'on avait besoin d'intervision. Voilà, on avait besoin on va dire de soutien mutuel, de compréhension mutuelle et d'explication mutuelle des personnes qu'on accompagne. Et puis petit à petit est venue l'idée de faire un collectif. Et puis avec Patrick, qui est le secrétaire, on a décidé de créer l'association. Voilà. En février de cette année. Donc l'association Père Aidance Grand Ouest, PAGO, l'objectif c'est de rassembler donc des pères aidants sur Grand Ouest. L'objectif, effectivement, c'est de promouvoir la père aidance et tout ce qui concerne la notion de rétablissement. Pareil auprès de tous ceux qui devraient le recevoir, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien les familles que les instances, les institutions ou encore les personnels soignants. Et également eh bien de sensibiliser, on va dire, les institutions sur ce point-là. Alors, mon rôle en tant que président de l'asso, Emmanuel président, c'est de coordonner tout ce beau bazar. D'essayer de voir un peu loin, quoi, pour que ça vive, pour qu'il y ait du mouvement, et également de rencontrer les institutions. Mais je fais pas, rencontrer les institutions, je l'ai fait aussi avec d'autres personnes de l'asso, quoi. Voilà. Mon rôle, il est là. Ouais, ok, je suis président de l'asso, mais c'est surtout ceux qui sont dedans. On est 15 aujourd'hui, des pères aidants, des personnes qui veulent être pères aidantes. D'autres associations aussi. Ce qui est important, c'est ce beau mouvement pour dire la père aidance, ça existe, allez-y, quoi. Allez-y, vous en tant qu'institution financée, allez-y, vous en tant que personne concernée, ça va vous faire du bien, c'est prouvé. Allez-y, vous en tant que personnel soignant, ça ne peut que faire du bien aux personnes concernées. Voilà. Il est juste là, mon rôle. Aussi bien pour la père aidance que pour l'encouragement de projets, vous avez une très belle phrase, je trouve, pour une très belle expression d'émancipation qui est donner du pouvoir de vivre et d'agir. Vous avez peut-être soif en même temps. Ouais, comme ça, on pourra voir ma tête. Il fait très chaud sous les projecteurs. C'est la vie sur scène. Ouais, et puis j'aime pas parler à des gens qui voient pas ma tête. Alors c'est l'occasion. Voilà. On voit la moitié de votre on tête. remet les masques. Et maintenant on vous voit en entier. Voilà. Ça y est, on vous a bien vu. Identifié. Alors, la phrase. Ouais, vous avez utilisé une très belle formule, donner du pouvoir de faire, donner du pouvoir de vivre et d'agir. Ouais, du pouvoir de vivre et d'agir, c'est-à-dire que
On accompagne dans le cadre de l'association des projets on accompagne des personnes qui ont des projets, des porteurs de projets, et des personnes qui sont formidables et qui disent toc toc toc, moi j'ai un projet, je sais pas comment faire. Alors du coup, on les accompagne un peu, beaucoup à la folie. On a Pauline notamment qui voudrait mettre en place un projet d'écoute téléphonique gratuite pour les personnes qui ont des troubles psy et qui sont en difficulté. On peut avoir Ciel qui va faire un goûter psy sur Instagram. On peut avoir Bernard qui a un super projet de construction navale télépathique, de construction navale thérapeutique. C'est-à-dire, on construit un bateau, on répare un bateau et en même temps, on se fait du bien parce qu'on sait qu'on peut agir sur ce bateau-là. Donc, en même temps qu'on agit, ben, on vit, quoi. Alors, j'aime pas le terme revivre parce que on n'a pas vécu avant et non, ça veut rien dire, quoi. On vit, on continue à vivre et on continue à vivre avec quelque chose de fort qui nous porte. Alors, comme moi, un peu avec Pago, hein, d'ailleurs, hein, ou comme moi avec mon métier. Mais on sait, en faisant ces projets-là, en instigant ces projets-là, en portant ces projets-là, et voilà, on sait ce que ça veut dire que vivre pleinement. Voilà. Et qu'on a cette capacité-là. Quand on a un trouble psy, bah ouais, on a cette capacité-là à faire des goûters psy d'une demi-heure sur Instagram tous les jours, quoi, pendant le confinement. Quand on a quand on a un trouble psy, bah ouais, on peut effectivement faire ce chantier naval thérapeutique, c'est formidable. Ou on peut être père aidant, comme Marine, au Crésac à Nantes. Enfin, il y en a 15 des projets. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets formidables via l'association, et c'est des projets finalement qui sont nés au fur et à mesure, quoi. Et voilà. Moi, je trouve que les gens qui font tous ces trucs-là sont des gens formidables. Tout simplement. Merci beaucoup, Emmanuel.